Pause et bilan. Enregistrement produit lors du mois d'avril de l'année 2024. En fait, présentement, je suis en période de pause par rapport aux enregistrements. En fait, le fait que récemment, Berthold a cessé ses activités là, de diffusion par rapport à sa chaîne YouTube, qui a d'ailleurs fermé. Donc, cet événement m'a amené à prendre du recul par rapport à ma propre activité de diffusion web. Puis de faire aussi un bilan. Donc, suite à la fermeture de sa chaîne YouTube, j'ai mis à jour les archives que j'avais par rapport au Berthold, qui sont quand même considérables. Donc, il y a un total de 961 enregistrements qui y figurent. Et j'ai constaté qu'en à peine 7 ans, là, il y a quand même plusieurs enregistrements qu'il a produits. Il y en a pour de nombreuses heures, là, naturellement. J'ai eu beaucoup, naturellement, aussi de plaisir à avoir fait de plusieurs entrevues au fil des ans avec Berthold sur une quantité considérable de sujets. Et puis, j'ai profité aussi de l'occasion des derniers jours de faire un bilan pour voir où ce que j'en étais rendu par rapport à mes propres enregistrements. En fait, sur archive.org, en mettant ma banque de données. Donc, des enregistrements auxquels, même chose pour Berthold, là, vous allez avoir les liens en bas de l'enregistrement web là, pour avoir accéder. C'est des banques d'archives d'enregistrement en format MP3. Et par rapport à ma banque d'archives personnelle, je suis rendu à 746 enregistrements. Donc, il y en a pour plusieurs heures où j'ai couvert, que ce soit à travers d'entrevues avec des invités ou également en solo, une très grande variété de sujets. Donc, je suis rendu à 43 ans. Je suis quand même satisfait de ce que j'ai accompli au fil des années en termes de banque de données d'information. Et puis, j'ai des retombées, des fois inespérées, dans le sens qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a une personne qui m'a écrit sur Facebook pour me remercier par rapport à une entrevue que j'avais fait en fait en 2011 avec Daniel Ménard qui a été l'un des intervieweurs là, de Bernard de Montréal qui a initié le mouvement de la conscience supramentale à l'international. Donc c'est une entrevue que j'avais faite en 2011 et la personne était satisfaite d'avoir écouté cette entrevue donc 13 ans après, donc je remerciement. Donc, chaque chose, c'est sûr, en son temps. Et il y a des enregistrements qui font leur chemin au fil du temps, dans le sens que des gens qui vont étudier, par exemple, l'œuvre de Bernard de Montréal, là, ils découvrent que l'un des intervieweurs, en plus de Richard Glenn et François Payotte, il y a Daniel Ménard. Ils veulent en savoir plus sur lui. Ils font des recherches sur le web. Il y en a qui peuvent tomber sur des enregistrements que j'ai produit avec Daniel Ménard alors qu'il était encore vivant, étant décédé aujourd'hui. Donc, j'en avais fait quelques-uns avec lui, que d'ailleurs, vous pouvez avoir accès sur ma chaîne YouTube. Donc, et j'ai fait des entrevues avec des gens qui ont touché à la conscience supramentale, mais qui sont morts. Prenons par exemple Marc Delassalle, il y en a plusieurs. Entrevues mémorables. Donc, ou des gens qui ont cessé leur activité de diffusion publique. Prenons par exemple le cas de Berthold qui a cessé récemment. Donc lui est toujours vivant. On ne sait pas s'il va se remettre à faire des enregistrements publics dans les prochaines années, prochains mois. Donc ça sera à suivre. Et c'est sûr que pour moi, ça a été un plaisir, un privilège d'avoir la chance d'interviewer une variété de personnes au fil des ans. Et c'est sûr que si vous appréciez en passant mes enregistrements, vous êtes toujours naturellement les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en soutien à mes activités de diffusion web qui ont cours depuis plusieurs années. Donc, vous allez avoir les informations sur ce sujet là, en bas de l'enregistrement présent, donc à savoir comment procéder
pour faire une contribution via le service de paiement sécurisé PayPal. Donc, peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, c'est possible de faire un virement sécurisé là, par PayPal ou également Interac. Pour les gens, spécifiquement au Canada, là, le réseau Interac, ce qui n'est pas pareil. Mais le bilan que je fais par rapport à mes activités de diffusion sur Internet, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai beaucoup de satisfaction par rapport à tout ce qui a été accompli à travers mes enregistrements en solo, mes entrevues. J'ai couvert plusieurs sujets. Et ce que je réalise en fait, c'est que j'ai abordé régulièrement des questions d'actualité, mais aussi des fondements d'instruction supramentale, donc tels que véhiculés par Bernard de Montréal. Pourquoi j'ai abordé ça spécifiquement par rapport à lui? C'est en lien avec des expériences que j'ai vécues naturellement. Et c'est sûr qu'un des éléments de base, c'est que l'idée, le principe à l'effet que la pensée vient d'ailleurs. Donc la conscience n'est pas sécrétée par le cerveau, comme par exemple les sucs gastriques par l'estomac. Donc le cerveau est plutôt comparable à une radio qui reçoit des ondes. Donc, cette pensée-là est en train de faire son chemin. C'est sûr qu'elle a une portée révolutionnaire, un peu comme Galilée, il y a quelques siècles, qui avait créé un choc en annonçant que la Terre est ronde plutôt que plate. Donc, c'est sûr que ça a été à l'époque très mal vu par les gens de la religion catholique et le clergé avec l'Inquisition. Donc Galilée qui amenait une pensée qui sort en dehors du cadre, eh bien c'est sûr que ça lui a valu des oppositions, un peu comme à l'époque actuelle qui est très matérialiste, de dire que la pensée n'origine pas du cerveau, alors que la pensée est conceptualisée et vue comme étant un épiphénomène généré par le cerveau physique. Ça va à contre-courant. Donc c'est quelque chose d'indigeste pour beaucoup de psychologues, de psychiatres, de médecins, de travailleurs sociaux, tous les gens dans le domaine, entre autres, de la relation d'aide, qui sont programmés, formatés dans une perspective matérialiste, essentiellement par les réseaux des universités, des formations. Et si la personne ne va pas dans ce sens-là, elle n'aura peut-être pas un procès par l'Inquisition. Elle ne sera pas condamnée au bûcher si elle ne se rétracte pas dans ses propos, mais elle peut vivre des formes de représailles à différents niveaux. Donc, quelqu'un qui pense différent de la masse, naturellement, peut vivre de l'exclusion sociale. Et à mon avis, le changement de paradigme, un peu comme le fait que plusieurs siècles après, le paradigme à l'effet que la Terre est ronde a remplacé la Terre est plate. En tout cas, au sein de la communauté scientifique, là, c'est sûr que le mouvement des platistes à l'époque actuelle, là, qui conteste cette idée-là. Donc, mais bon, pour ce qui est de la science en général, il y a eu une révolution qui s'est opérée au fil des siècles. Et c'est un petit peu la même révolution, à mon avis, qui va avoir cours par rapport au phénomène de la pensée. Il va y avoir un changement de paradigme, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tout simplement, les gens qui avaient une vision matérialiste de la pensée, vont mourir. Et il y aura des gens qui vont les remplacer, qui auront une vision différente. Présentement, il y a l'émergence du paradigme post-matérialiste, donc une vision du monde après celle matérialiste que met de l'avant, entre autres, Mario Beauregard, donc qui fait des recherches en neurosciences. Donc, lui, il a regroupé alentour de lui des scientifiques en 2014, donc ça fait environ 10 ans, qui ont signé un manifeste post-matérialiste pour qu'il y ait une reconnaissance émergente dans la communauté scientifique d'une autre façon d'appréhender, entre autres, la conscience. Donc, une vision différente, lui, œuvre dans le domaine des neurosciences. Mais c'est sûr que pour qu'il y ait un changement significatif, on parle au moins de 30 ans, soit le temps d'une génération,
pour atteindre que les gens qui sont sclérosés dans une forme de pensée meurent, puis soient remplacés par des plus jeunes qui sont un peu plus ouverts d'esprit. Donc, on verra bien qu'est-ce qui arrivera. Il y a des gens comme Jean-Jacques Charbonnier, je regarde ses travaux par rapport la conscience extraneuronale, donc réanimateur de formation, s'est intéressé au phénomène d'expérience de mort imminente. Sinon, on a la physique quantique qui va dans le sens du post-matérialisme. Au-delà d'une vision matérielle classique, en relation des phénomènes qui remettent en question la vision matérialiste classique pour appréhender les phénomènes physiques. Sinon, on a l'immatérialisme aussi, à la base par rapport à Berkeley, et ensuite le philosophe jovialiste André Moreau, qui ont des visions qui remettent en question celles matérialistes, entre autres, par rapport à l'être humain, la vie et le monde, naturellement. Là. Mais le point que je veux faire, c'est que d'un côté, il y a un changement qui est en train de se faire. Puis, à mon avis, c'est juste une question de temps. C'est un peu comme téléverser un logiciel. Puis il y a des choses qui ont changé au fil du temps, et à savoir, est-ce que, dans le fond, de s'exposer à des combats par rapport à des trolls, donc des véritables parasites sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, ça demande de l'énergie. Suite à l'arrêt des activités de Berthold, qui était confronté à des trolls, par rapport à son compte YouTube qui a fermé. C'est sûr qu'il y a d'autres raisons aussi là, en lien avec ça. Donc en lien avec la fermeture aussi, là, je ne dis pas le contraire, mais quand même, ça gruge de l'énergie. Donc, à quel point ça vaut la peine de dépenser de l'énergie par rapport à des gens? Et il y a des choses, pour vous donner une idée du changement, là, aujourd'hui, au moment où est fait l'enregistrement, on est en 2024. Et le paradigme de la vision du monde, de la sexualité en Occident, que ce soit en France, en Europe, ça a beaucoup changé. Ça s'est beaucoup transformé. C'est-à-dire que en Occident, là, il y a eu, je trouve ça quand même assez majeur, là, le changement de paradigme par rapport au sujet. C'est-à-dire qu'au début, l'homosexualité était vue comme une maladie. D'ailleurs, il y avait des thérapies de conversion, alors qu'aujourd'hui, c'est interdit. Dans le DSM, c'est-à-dire le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc la Bible des psychiatres, diront certains, c'est-à-dire un manuel de référence sur lesquels les gens qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale, psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux vont utiliser comme outil de référence. Donc, c'est un manuel de l'association en français américaine de psychiatrie. Il y a plusieurs versions. Puis au fil des ans, j'ai déjà consulté naturellement ce livre-là parce que ça pique ma curiosité de voir comment ils formulent les éléments pour établir des diagnostics. Donc, en 1973, ça a été retiré du DSM, l'homosexualité comme étant une maladie. Ça a disparu donc pour la troisième version du DSM. Et un peu plus tard, en 1991, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a rayé l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Donc, les choses ont changé. Et pour ce qui est de la personne qui entend des voix, dans une perspective matérialiste, naturellement, les voix, les entités, la conscience, c'est produit par le cerveau, c'est le fruit d'hallucinations. Il n'y a pas de réalité parallèle, il n'y a pas de champ d'énergie, il n'y a pas... si je pense à Rupert Sheldrake avec le champ morphogénique qui est en dehors du cerveau, par exemple, d'animaux ou d'êtres qui sont interconnectés à distance, tout ça, c'est de la bullshit. Fait que d'une perspective conventionnelle psychiatrique, on va dire que tout ça, c'est de l'ordre de la maladie. Donc, quelqu'un qui... En s'appuyant sur le principe que la pensée vient d'ailleurs, Dieu qui est en contact avec l'esprit, le plan astral, le double, tout ça,
d'une perspective scientifique au moment, par rapport au paradigme dominant, là, au moment où est prononcé les propos, c'est vu comme autrefois l'homosexualité. L'homosexualité était conçue comme une pathologie. De dire qu'une personne entend des voix, aujourd'hui, c'est conçu comme étant une pathologie. La nuance que je fais ici, par rapport à ce phénomène, c'est que ce que je dis, c'est qu'en tant que tel, à mon avis, le fait d'entendre des voix ne doit pas être conceptualisé en soi comme étant un problème pathologique. En fait, le problème, c'est pas d'entendre des voix, c'est de composer intelligemment avec les voix qu'on entend. Et c'est là la nuance qui est importante de faire, et j'ai l'impression qu'un paquet de psychologues, psychiatres ou autres intervenants n'ont pas la subtilité psychique ou la sensibilité pour être capable de faire cette nuance-là. Parce que quelqu'un qui entend une voix dans sa tête qui lui dit de jeter en bas du pont, si la personne est capable de faire preuve d'esprit critique et de dire la pensée vient pas de moi, est-ce que la pensée est intelligente? Non. Donc je me jette pas en bas du pont. Donc si la personne est capable de faire cet exercice-là, elle ne jettera pas en bas du pont. Puis le fait qu'elle entende cette voix-là ou qu'elle entend des pensées qui n'ont pas d'allure, c'est pas un problème en soi parce qu'elle n'agirait pas en conséquence. Elle ne va pas se suicider en se jetant en bas du pont. Par contre, si la personne croit que c'est elle qui pense, puis elle entend une pensée, puis elle pense que ça vient d'elle, puis elle passe à l'acte, là, ça devient problématique. Donc, si la personne n'a pas cette capacité de prendre une distanciation par rapport à la pensée en s'appuyant sur le principe que la pensée vient d'ailleurs. Donc, de connaître ce que certains appellent, dans le fond, un rapport impersonnel à la pensée. Donc, au lieu de prendre la pensée personnelle et la réfléchir en jeu, on la regarde un peu comme si c'est un nuage qui passe dans le ciel. Mais on n'est pas encore rendu là. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, puis en lien avec le sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est que comment il peut y avoir un changement de paradigme qui s'opère. Dans le sens qu'aujourd'hui, en Occident, que ce soit en France, au Québec, dans plusieurs pays de la francophonie, il pourrait y avoir, par exemple, des jeunes qui étudient en psychologie, en travail social, en psychiatrie, qui sont ouvertement homosexuels en société, qui vont donner de la consultation professionnelle. Ils vont pouvoir gagner au-dessus de 120 $ de l'heure, si on pense à la situation au Québec. Puis les gens vont les consulter, ils vont dire, dans le fond, il est compétent, il a sa formation, et tandis que la même personne, prenons par exemple un jeune travailleur social homosexuel qui fait de la consultation, la même personne, il y a à peine quelques décennies, non seulement les gens n'auraient pas voulu le consulter, il n'aurait pas été ouvert, mais la personne aurait été considérée comme étant folle. Parce que l'homosexualité était vue comme une maladie. Or, si la personne s'affiche ouvertement comme homosexuelle, elle était considérée comme étant malade. Donc, est-ce qu'on va consulter, par exemple, pour améliorer sa santé mentale, quelqu'un qui est déjà étiqueté par la société comme étant malade mental? La réponse, c'est non. Donc, quelqu'un n'irait pas consulter, par exemple, que ce soit un travailleur social, psychologue ou psychiatre, pour améliorer sa santé psychique ou psychologique, alors que la personne se présente et s'affiche ouvertement comme homosexuel, tandis qu'aujourd'hui, c'est possible. Donc, il y a un changement de paradigme qui s'est fait. Donc, quelque chose qui n'était pas envisageable il y a à peine quelques décennies, l'est facilement aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'un jour, ça sera la même chose pour la personne qui dit entendre des voix. La personne qui aujourd'hui est affichée comme étant folle, malade mentale, si la personne parle de ça publiquement, peut-être que dans quelques décennies, avec une vision post-matérialiste des choses, l'évolution des mentalités, la personne va faire de la consultation et elle va être reconnue aussi par un autre professionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font de la consultation, qui ont des capacités psychiques et autres, mais inquiétez-vous pas que l'ordre des médecins, l'ordre des professionnels, travailleurs sociaux, psychologues, ils reconnaissent pas ça. Donc, ces gens-là sont mal vus, sont vus comme des gens qui ont des problèmes d'hallucination, voire même potentiellement dangereux. Si un médecin, par exemple,
qui a accès à de la médication dit entendre des voix, bien à ce moment-là, il peut être perçu par les membres de son ordre professionnel comme un danger potentiel parce qu'ils vont dire, ben, si la personne entend des voix, c'est parce qu'elle hallucine. Si elle hallucine, ben, elle peut, à ce moment-là, abuser de la médication, donc mettre sa vie en danger ou celle de ses patients en danger, parce que si la personne hallucine puis elle entend des voix, bien là, ça se peut qu'elle entre dans un état de délire qui l'amène à donner un mauvais dosage de médication par rapport à des patients ou par rapport à elle-même, ou dans le fond, commettre des actes médicaux qui vont être préjudiciables à ses patients. Donc, il y aura même des gens qui vont militer pour que cette personne-là, son permis de pratique soit retiré. Pourquoi? Ben, parce que la dimension psychique de l'individu n'est pas reconnue par les paradigmes dominants. Il y a des gens en état de marginalité comme Mario Beauregard. Ben, Mario Beauregard qui véhicule une vision post-matérialiste et reconnaît les existences de phénomènes comme ceux de mort imminente, etc., qui sont associés au paranormal. Bon, mais la même personne, si l'Inquisition était toujours en place, il y a des chances qu'il y ait eu un procès qui aurait été intenté contre lui par le comité de l'Inquisition et qu'il aurait fini par brûler sur le bûcher ou à être contraint, pour rester en vie, de réfuter ses propres théories ou ses observations. C'est ainsi. Donc, j'ai fait beaucoup d'enregistrements. Comme vous voyez, je suis quelqu'un quand même... tantôt, j'en faisais allusion, là, j'en ai plusieurs centaines. J'ai été très prolifique au fil des ans. Mais en même temps, je suis discret. Parce que je ne parais pas dans mes vidéos. Je cherche à faire respecter ma vie privée par rapport à ma famille. Je suis père de famille, j'ai une fille. Donc, j'ai aussi un emploi dehors de mes enregistrements parce que ça ne me permet pas de vivre de tout ça, naturellement, ces activités-là d'enregistrement. Mais le point que je veux faire, c'est que dans un paradigme, quelqu'un peut être considéré comme étant fou ou même dangereux. Il peut être même criminalisé. Si on prend par exemple le cas encore aujourd'hui en lien avec le phénomène de l'homosexualité, qui est plus accepté socialement en Occident, mais qui ne l'est pas dans des pays orientaux. Prenons par exemple, j'avais lu un article donc en 2024 à l'effet que 13 homosexuels, donc des gens en fait qui sont accusés d'homosexualité, ils ont été condamnés à mort au Yémen ou en Iran. Il y avait eu en 2022 des gens qui avaient été, en fait c'est 2 hommes qui avaient été pendus, accusés de sodomie. Donc, en 2022, c'est quand même récemment. Donc, par rapport à certaines sociétés, il y a des choses qui sont reconnues comme étant des crimes. Donc, l'homosexualité dans certains pays, donc comme le Yémen et l'Iran, alors que dans un pays comme le Canada et dans la province du Québec, un jeune homosexuel pourrait faire de la consultation comme travailleur social et son expertise reconnue. C'est la même personne dans un autre contexte. Non seulement il n'est pas reconnu comme ayant des compétences au niveau de faire de la consultation, mais il est vu comme un danger qui doit être éliminé. Donc, l'homosexualité avait été psychiatrisée en Occident et dans le passé. Il y a toujours eu des contextes qui font que quelque chose est correct, dans un autre contexte, ça ne l'est pas. Donc, quelqu'un qui a une pensée différente de la majorité, donc il y a beaucoup de précurseurs, que ce soit Galilée qui a été condamné, ensuite Giordano Bruno qui a brûlé sur le bûcher lors de l'Inquisition, qui invoquait pour sa part la pluralité des mondes habités, donc qu'il y ait de la vie ailleurs sur Terre. Les gens dans le passé qui disaient entendre des voix étaient interprétés comme étant des sorcières, des gens qui étaient en contact avec le diable nécessairement et qui devaient être éliminés. Dans le temps de l'Inquisition, ces gens-là étaient brûlés vivants. Aujourd'hui, en Occident, il n'y a plus de gens qui se font brûler vivants, mais d'une manière symbolique. Quelqu'un qui prend la parole sur la place publique pour parler de ces choses-là, ben, ça peut nuire à sa réputation,
ça peut ensuite, dans le fond, lui accorder un paquet de problèmes. La pensée marginale, qui est porteuse de changement, d'innovation, est souvent mal prise, mal reçue par les gens de l'époque où elle émerge, mais elle réussit souvent à faire son chemin au fil du temps, ce qui fait qu'il y a une intégration sociale là, qui se fait par rapport à ça. Aujourd'hui, quelque chose qui est évident, comme par exemple pour les gens dans le domaine de la psychologie, que bon, l'homosexualité, c'est pas un problème en soi, ben ça ne l'était pas il y a à peine quelques décennies. Et aujourd'hui, les choses ont tellement changé que autrefois, les gens qui étaient vus comme homosexuels, il y avait une pression sociale pour qu'ils fassent des thérapies de conversion. Puis là, aujourd'hui, au contraire, il y a eu des démarches juridiques pour empêcher les thérapies de conversion au Canada. Vous voyez, on passe d'un extrême à l'autre. Donc, il y a des changements majeurs qui s'opèrent présentement. Et ce que je veux dire par rapport à tout ça, je regarde les choses, je suis un peu bilan de regarder qu'est-ce qui se passe dans la société. La pensée supramentale, l'instruction supramentale, devrais-je dire, va faire son chemin au fil du temps. Et présentement, c'est encore tabou en société. J'ai eu le privilège d'être en contact avec des gens dûment diplômés. J'ai parlé avec un psychologue, j'ai parlé avec, dans le fond, un médecin, une fille aussi travailleuse sociale. Donc, j'ai parlé avec une personne aussi, communiqué avec elle, infirmière. J'ai eu des échanges avec des gens qui ont des diplômes, qui ont des formations dans le secteur de la santé, qui vivent des expériences particulières, sauf que présentement, les ordres professionnels, la structure sociale, le milieu universitaire n'est pas encore trop ouvert. Mais à mon avis, c'est une question de temps. Donc, par rapport à tout ça, où ce que j'en suis, pour moi, tout ça, c'est inévitable. Puis, à savoir si je veux consacrer ou non de l'énergie à faire de la diffusion en lien avec ça. Je suis en état de pause puis d'évaluation, dans le sens que chaque chose, arrive à certains moments. Dans le sens que, prenons par exemple, je vais prendre le même exemple que tantôt. Le jeune homme qui est homosexuel, il veut travailler comme travailleur social, puis être capable de vivre décemment sans être victime de moqueries, de railleries, puis être reconnu, puis avoir des gens qui consultent puis qui reviennent. Aujourd'hui, c'est envisageable au Québec. Par contre, il y a 100 ans, c'était pas nécessairement le cas, puis c'est pas nécessairement le cas au Yémen ou en Iran. Pourquoi? Différence de contexte. Donc, il y a un contexte avec des fenêtres d'opportunité. Quelqu'un peut essayer de changer le contexte pour qu'il soit plus ouvert, ou tout simplement laisser les martyrs de la transition faire leur travail, puis quand la chose est décriminalisée, dépsychiatrisée, en fait, pour ce qui est du supramental, c'est pas criminalisé de s'afficher comme vivant une conscience supramentale, c'est-à-dire en vivre une communication intrapsychique avec l'esprit. La différence de l'homosexualité dans des pays comme l'Iran ou le Yémen, mais c'est psychiatrisé, c'est-à-dire que c'est vu comme étant le fruit d'une maladie psychiatrique. Donc, quelqu'un qui parle de ça publiquement et qui s'affiche comme vivant cette conscience-là et qui voudrait avoir une pratique professionnelle en relation avec son vécu supramental, il va être catégorisé comme fou, quelqu'un qui va nourrir le délire chez les gens qui le consultent ou ses patients. Donc, qui va les renforcer dans leur délire d'hallucinatoire, puis voire même comme étant dangereux, car renforçant les délires, en reconnaissant la possibilité qu'ils entendent réellement des voix, que ce n'est pas des hallucinations. Je suis sûr que présentement, pour ce qui est de la reconnaissance de cet aspect-là, disons que l'industrie pharmaceutique, c'est pas nécessairement dans son intérêt qu'il y ait des pratiques thérapeutiques ou des approches ou des visions du monde qui vont à l'encontre tout simplement de la médication de la personne à vie. Pourquoi? Parce que ça donne des revenus récurrents. Prenons par exemple quelqu'un
qui vit un choc de vie, il se met à entendre des voix. Le psychiatre dit, bon, on va le mettre sous les antipsychotiques le reste de sa vie, parce qu'une fois que la personne a un état psychotique, une fois, ben, est schizophrène pour le reste de sa vie, pour éviter que ça se reproduise à titre préventif, la stabiliser, ben, on va la mettre sur les antipsychotiques. Bon, si elle prend des antipsychotiques à tous les mois, disons que la personne fait un état de psychose à 20 ans, elle vit jusqu'à 80 ans, elle en prend pour le reste de sa vie. Bon, l'industrie pharmaceutique, elle va empocher une fortune parce que ça donne un revenu récurrent. C'est un peu comme l'insuline par rapport à la personne qui est diabétique. Donc, si on construit la maladie d'une façon qu'il n'y a rien à faire, c'est une fatalité. Et on peut juste engourdir la personne pour éviter qu'elle retombe en psychose. Donc, au lieu d'appréhender ça d'une façon différente, ben, on est dans la médication, mur à mur. Certes, la médication, son utilité, là. Donc, mon propos, c'est pas de nier la pertinence par rapport à des cas lourds de gens qui entrent en psychose. Bien au contraire, ça part l'utilité. Donc, au lieu d'avoir une contention physique avec des hôpitaux psychiatriques et des chambres matelassées, il y a une contention psychique qui peut se faire par rapport à de la médication. Mais à un moment donné, ça devrait être intéressant que le patient puisse lui-même gérer sa psyché, qu'il soit éduqué au niveau psychothérapeutique et accompagné par des professionnels qui, au lieu de le concevoir comme étant quelqu'un pris avec des hallucinations, qu'il part en effet un contact à une certaine réalité auquel il est ouvert. D'autres personnes n'ont pas nécessairement la même ouverture, auquel il doit apprendre à composer intelligemment avec. Donc, il y a une dimension psychothérapeutique derrière ça, à un certain niveau. Mais tout ça, les choses viendront avec le temps. C'est-à-dire que la compréhension que la conscience est indépendante du cerveau, ben, c'est sûr que la transition dans l'ère numérique actuelle est propice à ça dans le sens qu'aujourd'hui, les gens peuvent contextualiser aisément que si ils vont par exemple, à leur adresse courriel et qui ont accès à un espace d'entreposage de données, en français, un espace d'info nuagique, cloud, bon, ben, c'est un peu comparable avec le plan éthérique ou le plan astral, en lien avec l'instruction supramentale, c'est-à-dire qu'en dehors du cerveau, sur le plan physique, des données sont entreposés et c'est pas parce que un cerveau ou une personne dans le fond n'est pas comment dire, je vais essayer de le dire d'une manière claire, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas accès à la base de données que la base de données n'existe pas ou n'y a plus accès. Donc tu sais, c'est pas parce que, par exemple, le radio, l'appareil physique pour intercepter l'onde qui provient de l'invisible n'est plus fonctionnel, il marche pas comme faut, il est détruit, que les stations de radio qui émettent des ondes vont cesser d'émettre des ondes. Donc, c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, son ordinateur est brisé, qu'il peut plus se connecter sur le réseau Internet puis avoir accès à l'info nuagique, l'entreposage de données, qui figure ce que certains vont appeler les archives akashiques ou le plan astral qui est un espace d'entreposage de données que ça n'existe pas. Donc, c'est pas parce que la vie sur le plan physique d'une personne va cesser ou la personne va intercepter des données que ces données-là n'existent pas indépendamment d'elle. D'ailleurs, en lien avec ça, il y a le phénomène de gens qui perçoivent des informations de d'autres personnes et donc c'est pas en lien avec leur vécu ou qu'est-ce qu'ils ont été exposés à leur enfance. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se connecter sur un réseau d'informations immatérielles. Donc ce que certains vont appeler un champ d'énergie. Donc le champ morphogénique dont parlait Rupert Sheldrake ou en langage informatique, le cloud. Donc, les données relatives aux existences de l'individu. Donc, si quelqu'un, par exemple, fait un enregistrement MP3
D'ailleurs, je vais parler de ce que je connais très bien. Comme j'expliquais tantôt, j'ai mis à jour des banques de données, des archives qui sont sur archive.org, donc c'est une forme de cloud. Les enregistrements de Berthold, il y en a 961, mes enregistrements 747. Donc quelqu'un peut se connecter là-dessus. Puis il a accès à ça. Mais c'est pas parce que Berthold a cessé ses activités, ou moi-même, temporairement, que ces données-là ne sont plus accessibles. Au niveau de la vie physique, c'est la même chose. Quelqu'un qui a vécu à un moment donné, prenons par exemple, il y avait le cas d'un aviateur américain décédé lors de la guerre entre les États-Unis et le Japon à Iwo Jima. Donc, la personne décède suite à un accident d'avion terrible et sa mémoire de sa vie est entreposée. Donc, ce que certains vont appeler une forme de cloud astral. Donc, un espace d'entreposage de l'âme. Puis par la suite, un jeune Américain a intercepté l'information et a vécu des terreurs nocturnes par rapport à ça. Donc, et ça, c'est un fait qui a été documenté. Pourquoi? Ben, parce que l'information suite au décès du soldat américain lors de la Deuxième Guerre mondiale existe toujours. Et c'est la même chose par rapport aux archives. Donc, il y a des archives sur le plan physique, des clouds, des bases de données, des bases d'entreposage, mais il y a des archives aussi sur le plan invisible dans lequel les individus peuvent se connecter psychiquement. Donc, un parallèle à faire entre les deux. Et en instruction supramentale, c'est de comprendre que d'un côté, il y a des gens comme Bernard de Montréal qui a produit plusieurs centaines d'enregistrements, qui nous a légué une œuvre considérable, que ça va prendre plusieurs, sans doute, générations avant qu'il en ait une intégration totale au sein de l'humanité. Parce que tout ça se fait graduellement au rythme de chacun, d'intercepter, de composer avec l'information, les données, la vibration. Mais son œuvre, elle peut être enregistrée sur un support physique, des cassettes à l'époque analogiques. Après ça, ça a été des enregistrements numériques, des CD. Et aujourd'hui, c'est des espaces d'entreposage en lien avec le web, comme des sites sur archive.org. On peut retrouver ces enregistrements. Mais même si on ne les retrouverait pas sur le plan physique, il existe au niveau des archives par rapport au plan énergétique. Et ça, c'est à un autre niveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie qu'on a à l'époque actuelle, comme l'Internet et autres, sont en relation avec des réalités psychiques. Donc, on peut se connecter au réseau Internet et qui nous donne accès à des archives. On peut se connecter au réseau psychique qui peut nous donner accès à des archives d'informations. Donc, ça, c'est un élément à comprendre. Et peut-être qu'un jour, les psychologues, les psychiatres, les scientifiques vont s'intéresser davantage. Ce qui fait en sorte, entre autres, qu'on peut avoir accès à des informations par rapport à des gens qui ont vécu dans le passé, qui sont décédés aujourd'hui. Mais la particularité par rapport à la physique quantique qui est intéressante, c'est d'en venir à réaliser qu'on peut avoir accès à des informations qui se rapportent au futur aussi. Parce que tout se déroule en même temps. Donc, avec une conception moniste du monde, le passé a cours, le présent, le futur. On peut se connecter dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et un jour, il y aura une compréhension sans doute plus poussée par rapport à ça. Mais pour en revenir à moi, des constats que j'ai faits au fil du temps, c'est de composer avec des gens qui cherchent par rapport à mes activités, que ce soit sur Facebook ou YouTube, donc des trolls, des gens qui cherchent tout simplement à parasiter, des gens qui n'en vont pas... Quelqu'un conteste une idée, c'est une chose, mais des gens qui font des attaques personnelles, c'est désagréable. Puis au cours de plusieurs années, qu'il y ait toujours des gens qui apparaissent faire des attaques personnelles, c'est plate, c'est ennuyeux, c'est énergivore, c'est une façon de nous vampiriser. C'est sûr que
il y a des gens qui ne vivent pas le phénomène, ils n'ont pas une compréhension personnelle, individuelle du phénomène que la pensée vient d'ailleurs ou des perceptions vibratoires. Puis ça les regarde. S'ils vivent pas ça, c'est leur expérience. Moi, j'ai aucun problème. Mais si la personne te traite de fou ou de schizophrène à merde, là, c'est pas pareil. Tu sais, si la personne tombe dans une attaque personnelle, si la personne ne reconnaît pas une expérience vécue par une autre parce qu'elle ne le vit pas, ça doit être respecté. Mais si la personne fait une attaque personnelle ou est méprisante, c'est une autre affaire. C'est un petit peu comme l'attitude méprisante qu'avait le Doc Mayhew par rapport à toute personne qui parlait de paranormal. Il y avait toujours un petit sourire en coin, comme certaines personnes dans le domaine de la psychologie, psychiatrie, en voulant dire, ben, t'es fou, c'est des niaiseries ce que tu dis. Doc Mayhew, tout ce qui touchait les questions des fantômes, des entités, la vie après la mort, le phénomène extraterrestre, pour lui, c'était toute de la bullshit. Et j'ai toujours... comment dire, a été mal à l'aise par rapport à son attitude. Je trouvais que la part d'un psychiatre, que c'est un manque de respect. T'es pas obligé de croire qu'à ce que te dit le patient, là, naturellement, ou la personne qui consulte, mais être ouvert, donner le bénéfice du doute. Ça a été, je pense, déjà là à la base quelque chose de souhaitable. Pas croire ce qu'il dit aveuglément, puis se faire endoctriner par lui, puis sombrer dans la mouvance sectaire, c'est pas du tout ce que je dis. Bien au contraire, c'est de faire preuve d'esprit critique, mais tout en respectant l'autre personne, au lieu d'être méprisant. Mais, à mon avis, tout va se mettre à évoluer en société. Puis, moi, je suis un petit peu, après que Berthold a cessé son activité, comme je le disais tantôt, j'ai comme adopté une posture de recul, parce que je faisais régulièrement des enregistrements. Les enregistrements, j'étais tout le temps dans l'action, l'étude, l'exploration de sujets, etc. Puis là, j'ai fait comme, wow, il a arrêté sa chaîne YouTube. Puis là, je regarde aussi ce que je mets mes énergies dans ma vie. J'ai une famille à m'occuper, naturellement. En fait, quand je regarde les choses, je fais un certain parallèle entre le développement d'une conscience nouvelle et l'acceptation, par exemple, de l'homosexualité au niveau de la société. Dans le sens que la personne peut, par exemple, la personne qui est homosexuelle peut sortir sur la place publique à un moment donné, se faire tuer, puis la même personne, plus tard, quand la société est prête, elle sort sur la place publique, puis est acceptée socialement et considérée sur le plan professionnel. Prenons par exemple la personne qui est travailleuse sociale, ouvertement homosexuel, dans le cadre de l'exemple auquel je faisais allusion tantôt. Donc, la même personne, contexte différent. Il y a un contexte qui est hostile. Quelques années plus tard, contexte qui est favorable. Et c'est la même chose dans d'autres secteurs, comme la politique. Il y avait eu Harvey Bernard Milk aux États-Unis, qui est un politicien qui a été militant américain pour les droits des personnes homosexuelles. Qui avait été élu aux États-Unis, donc en étant ouvertement homosexuel, puis lui il a fini tué là, en 1978. Donc qu'un homosexuel soit élu aux États-Unis était révolutionnaire à une époque. Dans ce cas aujourd'hui, il y a eu plusieurs personnes qui sont ouvertement homosexuelles. Si on pense ici au Québec à Éric Duhem. Donc, les choses ont changé et il y aura éventuellement des gens ouvertement ouverts sur le fait qu'ils vivent une forme de conscience psychique ou conscience supramentale éventuellement, puis ça va être accepté socialement. Puis la question à se poser, c'est à quel point c'est intéressant de sortir ou non publiquement par rapport à ça, puis être un martyr de la conscience, quelqu'un qui sort publiquement pour les droits là, des homosexuels en Iran, Yémen, la personne elle peut se faire, surtout c'est reconnu de l'être, tuer, là, au sens littéral. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Puis, à quel point ça vaut de la peine de dépenser de l'énergie pour aborder quelque chose puis le démystifier alors qu'on peut être attaqué par des trolls sur le web, c'est... quelque chose qui mérite évaluation, naturellement.
Donc, c'est la raison pour laquelle, présentement, je suis dans une période plus de pause, de bilan, d'évaluation. Donc, c'est là où ce que j'en suis. Alors, si vous avez apprécié les plusieurs centaines d'enregistrements que je rends disponibles au public depuis plusieurs années, donc depuis ma dernière mise à jour par rapport à ma banque d'archives personnelle, je suis déjà rendu à 746 enregistrements. Donc, il y en a pour de nombreuses heures d'écoute. Donc, si vous appréciez tout ce matériel, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac pour les gens du Canada et également PayPal pour les personnes qui m'écoutent à l'international. Vous allez pouvoir retrouver en bas de l'enregistrement présent les informations, advenant qu'il y en a qui auraient de l'intérêt pour procéder à un virement d'argent. Au revoir.